Eh bien, bonsoir, bienvenue au Centre culturel Georges Pompidou, renommé pour l'occasion Centre culturel John Steinbeck, pour cette rencontre intitulée « Après Black Lives Matter ». Avec nous pour en parler, Nana Kwame Adjei-Brenyah, Leila Motley et Jason Mott. Ouais, mais oui. Donc je vais commencer par une... Ouais. En fait, on a toujours le retour que le technicien devait enlever, le retour des enceintes. C'est bon ? Donc Leila Motley, bonsoir. Vous êtes poétesse et romancière, née à Auckland en 2002. Vous avez marqué la rentrée littéraire française avec la parution de votre premier roman, Arpenter la nuit, publié aux éditions Albin Michel, dans une traduction de Pauline Loquin. C'est le roman de Chiara, surnommée Kia, une adolescente noire de 17 ans, déscolarisée, et de son grand frère Marcus, qui vivent seuls depuis la mort de leur père après un séjour en prison et depuis l'internement de leur mère après un terrible accident. Alors qu'ils sont menacés d'expulsion, Marcus espère faire fortune dans le rap. Malgré une absence flagrante de talent, il laisse à sa sœur le soin de trouver un job. Ce n'est pas évident quand on est déscolarisé et sans CV comme Chiara. Elle arpente Auckland. Un soir, elle est agressée sexuellement dans la rue par un homme qui lui donne $200. Et à partir de là, elle commence à se prostituer avant d'être arrêtée par des policiers qui l'utilisent dans leur propre réseau clandestin d'exploitation sexuelle. Ce livre a été sélectionné pour le prestigieux Booker Prize aux États-Unis. Et cette fiction s'inspire d'un fait divers de 2015, quand des membres de la police d'Auckland et de sa région ont tenté d'étouffer une affaire d'exploitation sexuelle sur mineurs impliquant nombre d'entre eux. Et le scandale a éclaté dans la presse en 2016. Alors, pour info, j'ai toujours les retours. Et c'est vraiment très désagréable. On n'y peut rien, c'est ça ? Ok. Ouais, mais j'y peux rien. Enfin, je peux... Donc, Nana Kwame Adjei-Brenyah, bonsoir. Vous êtes un écrivain américain de 28 ans, né en 1991 dans l'État de New York de parents originaires du Ghana. En 2021, votre premier livre, Friday Black, un recueil de nouvelles, est paru en France aux éditions Albin Michel dans une traduction de Stéphane Roch. Salué outre-Atlantique et primé, Friday Black propose une réflexion sur la condition noire américaine actuelle à travers plusieurs genres littéraires, des univers dystopiques, inquiétants, délirants, mais suffisamment familiers pour instiller le doute. Dans une des nouvelles, Les 5 de Finkelstein, un Américain blanc a massacré à la tronçonneuse 5 enfants noirs parce qu'il se sentait menacé. Son acquittement obsède, entre autres, un jeune homme noir qui tente de contrôler, à partir de là, son degré de noirceur afin de ne pas susciter la crainte des Blancs. Cette histoire est largement inspirée du meurtre de Trayvon Martin par la police, du meurtre de Trayvon Martin par un agent de sécurité en 2012. Et puis Jason Mott, bonsoir. Vous êtes un romancier et poète américain, né à Bolton, en Caroline du Nord. En 2021, vous avez reçu le National Book Award pour votre 4e roman, A Hell of a Book, paru en France sous le titre « L'enfant qui voulait disparaître » aux éditions Autrement, dans une traduction de Jérôme Schmitt. Ce roman croise la comédie burlesque, le réalisme magique et la fiction sociale pour nous raconter 2 histoires parallèles qui finalement se confondent. D'un côté, celle d'un écrivain de 38 ans, en tournée promotionnelle aux États-Unis pour son best-seller qui s'appelle « Un livre d'enfer ». Au dire de tous, c'est un livre d'enfer, mais en fait, personne ne semble l'avoir lu. Les gens préfèrent regarder les chaînes de télévision en continu où tourne en boucle le meurtre d'un enfant lors d'une bavure policière. Un jour, cet écrivain croise un garçon fantôme qui a la peau très sombre. Cet enfant lui demande une seule chose, de le regarder. Et c'est cette histoire-là que nous allons suivre en parallèle, de cet enfant qui a grandi en Caroline du Nord en rêvant de devenir romancier et dont le père meurt tué par des policiers. Surnommé Charbon par ses camarades de classe qui le harcèlent, l'enfant apprend à disparaître afin de toujours se sentir en sécurité. Alors, une première question pour vous trois. Près de 10 ans après le mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qui a changé aux États-Unis en ce qui concerne le racisme systémique envers les Noirs et les violences policières? First off, thank you
all for coming. Thank you for having me. It's always a pleasure to be here. I mean, always. It's my first time in France, but... Merci de tous être là. C'est toujours un plaisir d'être en France. Enfin, toujours, c'est un bien grand mot. C'est la première fois que je suis là. I think the title for the program is a little bit of a misnomer in a lot of ways. I think that the Black Lives Matter movement, we point to it a specific moment in time, maybe around Trayvon Martin getting murdered. Alors, je suis pas sûr que le titre de la rencontre Black Lives Matter soit bien choisi parce qu'on a l'impression que ça correspond à un moment spécifique, le meurtre de Trayvon Martin. Which certainly was like a key and an important moment, and actually was involved in kind of my awakening, I think. Alors, c'était un moment effectivement qui a obligé tout le monde à regarder la réalité en face. But Black Lives Matter, I think as a feeling and as a movement, it continues in so many ways. I think we're constantly trying to push and trying to make space for ourselves and aim for change. Mais cela dit, c'est un mouvement qui ne s'est pas arrêté. On en est toujours là à essayer de se faire reconnaître et à se faire entendre. And I mean, that said, there's so much more we have to do, but if there are differences that I sense, and I wonder what you guys think, I think that there's ideas that are on the table that weren't before. Ideas like abolition, ending police generally, changing our ideas about prisons. I think those ideas are in the public vernacular and consciousness in ways they weren't before. Et donc, c'est un débat qui est encore en cours, mais bon, je ne sais pas ce qu'en penseront mes collègues, mais il me semble qu'il y a des nouvelles idées maintenant qu'on entend dans le discours public, notamment mettre fin à la présence des forces de police ou revoir notre attitude face aux prisons. And then there's also like a really shallow change where companies just sort of feel like if they say, I mean, they could do whatever horror, but we like black people here and there, you know, that it also exists to a very false kind of gesturing towards change. Et puis il y a une espèce de changement de surface aussi sur l'écume des choses où il y a des entreprises qui peuvent faire les pires atrocités et puis néanmoins qui disent ah non mais quand même on aime bien les noirs, il n'y a pas de problème. On that end, they're saying they can't hear us, but. So I think my opinion is change is very hard to measure. I think of America oftentimes as the way that your body, like if you gain 10 pounds over the course of 5 years, it is very difficult to notice that change. And I think that the Black Lives Matter movement is difficult to say after this movement happened, and I would argue it's even difficult to say before this movement happened. Because the Black Lives Matter movement is just the continuation of all the movements that have come before it, from the March on Selma, from Marcus Garvey to the Black Panther movement, to all these movements where black people have tried to find space for themselves in the American landscape. It has always been ongoing and is 2 steps forward, 1 step back. And that is the American cycle. That is the part that does not change. So, has there been change? I would say there has been movement. I won't say there has been change, but I think there has been small amounts of movement. But inevitably, we will backslide. That is just the American way, and hopefully we will move forward again. Personnellement, je pense qu'il est Vous m'entendez là? Ok. Je pense qu'il est difficile de mesurer le changement. Aux États-Unis, bon, ces changements, c'est un peu comme quand on gagne 10 livres sur une période de 5 ans, 10 livres de poids. C'est très difficile de le voir à l'œil nu. Alors, c'est un peu difficile de faire la différence entre l'avant et l'après du Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est en fait tout simplement la continuation de tout ce qui est venu avant la marche sur Selma, les Black Panthers, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avance un peu, on avance de 2 pas, et puis après, on recule de 1 pas. C'est une sorte de cycle qu'on a aux États-Unis. Donc, un changement en tant que tel, non, pas vraiment. Il y a un mouvement, ce n'est pas vraiment un changement. Je sais qu'il va y avoir une régression qui va suivre, mais heureusement, j'espère, du moins, je pense que nous recommencerons à avancer. Et pour vous, Leila Metley, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la situation du racisme et des violences policières envers les Noirs près de 10 ans après Black Lives Matter?
I mean, obviously, I was a young child when this started, but I mean, I agree, and I think part of what Nana said that's really important is that one of the big changes is the entry of this kind of Black Power movement into the public vernacular. It's not that it's new, but that the public discourse around it now has like some urgency, pressure, that now people feel inclined to know about it in order to feel okay about their own self-image. And I mean, I also think it's important to recognize exactly why Black Lives Matter came to be, you know, why it was created and how it was created. Because this was the doing of 3 Black women, Alicia Garza, Patrisse Cullors, and Opal Tometi, and they did this as a response to the acquittal of Trayvon Martin's murderer in 2012. And the continuation of it, kind of the way that it picked up, is partially because of social media. You know, this started as a hashtag. And so also the evolution is in technology, is in the spreading of this information, in the way that, you know, during the Black Power era, this kind of information had to be spread underground, you know, through the Black Panther Party newspaper, through the Black Panthers, you know, different organizations and chapters across the world, really, and so I think information is also part of the change. But just because we have access to information doesn't necessarily mean we use it. And I think often it also can make us more stagnant because we think we know and then don't force ourselves to do. Alors quand le mouvement a commencé, j'étais très jeune et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'assiste en effet à un mouvement et c'est un débat qui s'invite de plus en plus dans la sphère publique et il y a une certaine pression liée à ce sujet, ce qui fait que beaucoup de personnes en prennent conscience parce qu'elles sont convaincues ou qu'elles doivent en prendre conscience pour améliorer leur image également. D'où est-ce que ça vient? Le mouvement est né à la suite de l'action de 3 femmes en réponse à l'assassinat d'un jeune homme noir, Martin. Et ce qui est intéressant, c'est que tout a été relayé dans les médias, les réseaux sociaux. Et là, je vois qu'il y a eu une évolution liée à la technologie. Auparavant, tous les mouvements de Black Power étaient des mouvements plus ou moins qui n'étaient pas autant médiatisés et qui étaient un petit peu cachés. Par exemple, les Black Panthers communiquaient à travers leurs réseaux, leurs organisations qui étaient représentées dans plusieurs pays, ou alors par le biais de journaux. Donc tout se faisait un peu de façon cachée. Et l'ère de l'information, des réseaux sociaux a changé la donne. En tout cas, certes, on a davantage accès à l'information, mais cela ne veut pas dire qu'on l'utilise davantage. Et parfois, le fait d'avoir autant d'informations fait qu'on est inactif, alors qu'en réalité, on devrait agir. Est-ce que, encore une question à vous 3, est-ce que le racisme et les violences policières envers les Noirs américains ont été une raison d'écrire pour vous? Est-ce que le racisme et les violences policières envers les Noirs américains a été une raison d'écrire pour vous? I feel like I got interested in writing police or really about the extrajudicial murdering of Black people because it has traumatized me. En fait, oui, j'ai été traumatisé tout simplement par les meurtres de Noirs qui ont pu avoir lieu de manière extrajudiciaire. As I said prior, I was in college when Trayvon Martin was murdered, and it had a sort of profound effect on me. Lorsque Trayvon Martin s'est fait assassiner, j'étais à la fac et ça m'a profondément marqué. And following that, we've had so many instances of at least documentation of police murdering unarmed
black people. Et puis c'était que le début d'une longue liste de Noirs qui se sont fait assassiner par des policiers alors que même n'étaient même pas armés. And so for me, I really wish I could, never have to write about that kind of thing. Et j'aimerais bien ne pas avoir à écrire sur ces choses, mais c'est comme ça. But the example I sometimes give is, if the house is on fire, I'm not going to talk about what's in the fridge. Mais l'exemple que je prends parfois, c'est que si la maison brûle, je ne vais pas parler du contenu du frigo. That is to say, I can't not talk about the fact that I see my brother getting murdered. And so it appears often in my work because it's happening every day. Et donc je ne peux pas ne pas parler de mon frère qui est en train de se faire assassiner. Et donc c'est normal qu'il y ait des résurgences de ça dans mon travail. And because I happen to have a medium of art through which it's possible to engage that reality, sometimes I choose to. Et il se trouve que j'ai choisi un support artistique qui permet de donner voix à ces questions-là. Donc c'est pour ça que je le fais. So for me, I'm hesitant to say that I was inspired because I always think of the word inspiration or inspired as a positive sounding word. And obviously, inspiration when it comes to police violence is not the correct, for me, was not the correct word. I always think of what I do, what I write about police brutality is a consequence of police brutality. It is inevitability. If you abuse people, you will eventually have people talk about their abuse and will have people try to bring you to task for the things that you have done to them. I think of myself and other writers who write about the American inequities that are there as the inevitable byproduct of people like, I am what happens when you spend 44 years abusing this person and making this person grow up and see all the ways that you abuse people who look like him. You get me. You get an artist who is pissed off and dashingly handsome, but still struggling to find his place in the world and struggling to find his sense of safety and his sense of self-value, and someone who feels adrift most days, but still tries to create art that will bring to bear all the things that you have done to people who look like him, and people who don't even look like him, but people who have also been abused. That is the consequence of police brutality and all the other American issues. J'hésite à parler d'inspiration, parce que pour moi, l'inspiration, c'est un mot positif. Alors, ce n'est pas le mot approprié. Ce que j'écris sur les violences policières, ce sont des choses que j'écris parce que c'est les conséquences des violences policières. En fait, quand on est quelqu'un qui maltraite les autres, il y a un moment où les victimes se rebiffent, tout simplement. Les inégalités entraînent une conséquence, une corrélation un peu inattendue, parce que voilà, quand pendant 44 ans on s'est fait maltraiter, quand on maltraite quelqu'un pendant 44 ans, la conséquence c'est moi, un artiste, un homme très beau, un très bel homme, qui est aussi très en colère. Et je suis quelqu'un qui a réussi à trouver une place, qui réussit à m'exprimer par mon art, mais j'ai toujours un peu de fluctuation, à trouver un endroit dans le monde où je me sente bien, où je me sente en sécurité. J'ai des problèmes d'estime de moi et je suis en colère. Et je suis un peu errant en quelque sorte. Donc, il arrive un moment où on demande des comptes à ceux qui ont maltraité les gens parce qu'ils me ressemblaient et continuent. Et en fait, ces personnes se rebellent, tout simplement. Jason used the word inevitability, and I think that I definitely connect with that. I think it's inevitable when you write about Black people that you have to also be writing about police violence because it's a defining part of our experience in America, and you can't write about it without at least being informed by that. And I can't not write about Black characters because I can't walk through the world without consistently recognizing my Blackness. And so I think that it's that kind of cause and effect that police violence is a part of our narrative that this world has made us contend with. And I think it's our job as artists to
to be able to break it apart and to kind of release the silence that this country would prefer we stay within. Le caractère inévitable, cela a été prononcé et j'arrive à m'identifier finalement à ce mot parce que si l'on parle, si l'on écrit sur des personnes noires en Amérique ou des personnes noires en général, on associe forcément ces questions à la violence policière. Cela fait partie de l'expérience d'être noir. On ne peut pas écrire sur les violences policières envers les Noirs américains si on n'est pas informé de ce qui se passe. Quand j'écris une histoire qui parle d'une jeune fille noire, je me réfère également à ce que je vis moi en tant que personne noire. La violence la violence policière et le fait d'être noir, ce sont des questions qui sont intrinsèquement liées et le monde dans lequel on vit veut nous faire accepter cet état de fait. Et en tant qu'artiste, notre mission, c'est de casser le silence et de nous exprimer et pour mettre fin à ce que l'on veut essayer de nous faire accepter. I'll also say that, I grew up with stories about, my dad and the men in my family's experiences with police and policing. And I think a lot of, Black kids get these warning stories. And I never got one about the particular experience of growing up as a Black girl into a Black woman in this world. And I think there's often this gap in literature and beyond where when we are in conversations around policing and police violence, we leave out or group Black women in with Black men without actually ever recognizing the particularities of our experiences. J'ai grandi dans une famille où j'ai souvent entendu des histoires racontées par mon père ou par les hommes de la famille, des histoires liées à ce que faisait la police. Et chaque enfant qui grandit dans une famille noire entend a des avertissements ou des conseils par rapport à la police, mais ce n'est jamais le cas pour les femmes noires. Et en littérature, il y a également une lacune à ce niveau-là. Comment les femmes noires et la violence policière, c'est un sujet qui n'est pas reflété dans la littérature. Et très souvent, dans les conversations liées aux violences policières, on laisse de côté la situation des femmes et de leurs particularités. Quand vous regardez ceux qui ont écrit sur ces sujets avant vous, Toni Morrison, Angela Davis, et avant James Baldwin, et avant Richard Wright, Zora Neale Hurston, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous vous dites? Some of those people you named are really important touchstones. I think that regarding Toni Morrison, who maybe is the greatest writer of the generation, what I remember and learned from her is it's okay for me and people that look like me to be the story, to be where the story arrives from, to be the issue, to be the conflict, to be the whole thing. To not feel as though I have to center someone else because there's a sort of default often, which is whiteness in fiction. Oui, quelqu'un comme Toni Morrison, par exemple, qui fait partie des grands auteurs que vous avez cités, vraiment m'a appris quelque chose qui est que quelqu'un comme moi peut être au centre de l'histoire, quelqu'un comme moi peut être l'histoire, j'ai pas besoin de décentrer l'histoire pour la mettre au service de quelqu'un d'autre. And then from someone like Angela Davis, I sort of remember power, the power that comes from standing in ideals and defending them actively, and the power to imagine the world you want actively. In her case, truly being abolitionist.
Et quelqu'un comme Angela Davis, par exemple, m'a enseigné aussi que ce qui compte, c'est la force. C'est la force d'être capable de défendre, de se battre pour un idéal, ou la force qui vient d'imaginer un monde qui est vraiment celui qu'on voudrait, celui dans lequel, par exemple, il y aurait vraiment l'abolition. And I think generally, the writers you mentioned make me feel that, or help me know that it's not pointless. We're not wasting time, because by their work, they've made me more myself. And I know that I can, or I hope that I can do the same thing for someone else. En fait, ce sont autant d'auteurs qui m'ont vraiment suggéré de ne pas perdre de temps et de me mettre au travail tout de suite, et qui m'ont donc apporté cette inspiration, qui est une inspiration que j'espère instiller chez d'autres après moi. So I think for me, because I'm a big fan of all of those writers, and the thing that has always struck me as the most inimitable component, like the most powerful component that they all have in common, is they had the ability to seemingly speak without fear. To be black in America is to live under an umbrella of fear for your entire life. If you're not fearing for yourself, you're fearing for your loved ones, your cousins, your family members, whoever it is. But there is some perpetual sense of fear to be black in America. And yet when you listen to Toni Morrison speak, when you listen to James Baldwin speak, when you listen to Angela Davis, they are fearless in their approach and their willingness to say what needs to be said. And I think that when I read their work, that is the thing that comes through to me the most, and that is the thing that I hope to one day find within myself. Like, I'm still very far from being that level of fearless, and I hope that one day I can reach that. But the other thing that I am very inspired by with those particular people is that they are all very different individuals. They all approach this topic of racism in America and institutionalized just oppression in America. They all approached it with the same fearlessness, but from a very different angle of attack. I think of James Baldwin as being so intellectual in his approaches, which is not to say that Toni Morrison or Angela Davis aren't. It's just to say that they all had a different style and directness and means to their end. And so I think many of the other writers, we all strive to find that particular way that we are able to speak on these topics. Bon, alors je suis très fan de tous ces auteurs et je trouve que ce qu'ils ont de plus puissant dans leurs écrits, c'est leur capacité à dire ce qu'ils ont à dire sans crainte. Parce que quand on est noir aux États-Unis, on grandit, on vit, on évolue dans une peur constante. On a peur pour soi, bien entendu, on a peur pour sa famille, pour les êtres aimés, ses enfants. On a cette sensation de peur permanente. Et Toni Morrison, Angela Davis et James Baldwin n'avaient pas peur. Ils disaient ce qu'ils avaient à dire sans avoir peur des répercussions. Et j'aimerais bien un jour pouvoir y arriver. Mais je ne suis toujours pas capable de tout dire sans avoir peur. Ils sont une inspiration pour moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, parce qu'ils sont tous très différents en tant qu'écrivains, en tant que personnes. Ils écrivent sur le thème du racisme, de l'oppression systémique, institutionnalisée, mais ils ont tous des angles d'attaque différents. Prenez James Baldwin, par exemple, c'est un écrivain très intellectuel. C'est pas pour dire que Angela Davis et Toni Morrison ne sont pas des auteurs écrivains, mais très intellectuels, mais ils ont tous un style différent. On essaye justement de trouver le moyen de tout dire sans crainte. I think that what I really learned from many of these writers, especially Toni Morrison and Angela Davis, is you don't have to make your work or your personhood easy. You don't need to simplify it or like make it easy to digest. And I think that one thing Angela Davis did was she said things and wrote things that at the time people said were crazy. And she kept doing it over and over and over again. And now we look at her work so differently than people did, decades ago. And I even think of Soledad Brother, which is
full of these letters that George Jackson wrote, and some of them are between him and Angela Davis, and they're having this conversation about misogyny in the Black Power movement, and she continues to say, you know, over and over again that Black women are in leadership positions, and you continue to minimize us. And she doesn't get afraid when the first response is like, no, I don't want to hear that. And I think that's part of what I try to think about in my work is the world might not be ready for it now, but you write it anyway. Je pense que quand j'ai lu tous ces auteurs, Toni Morrison, Angela Davis, j'ai compris que le message était qu'il ne fallait pas rendre les choses faciles, ne pas simplifier les choses en tant que personne, ne pas simplifier son travail, ne pas rendre les choses faciles à digérer. À l'époque, Angela Davis a choqué, on l'a qualifiée de folle. Et maintenant, lorsque l'on regarde, on lit ce qu'elle a écrit, on a un regard complètement différent 10 ans après. Elle a publié des écrits qui sont en fait une conversation sur la misogynie dans le mouvement Black Power, et elle dénonce le fait que l'on continue de minimiser l'importance des femmes qui sont à des postes importants, des femmes noires. Et même si on lui dit « désolé, je n'ai pas envie d'entendre parler de ça », elle continue. Donc je pense qu'il faut continuer à écrire, continuer à dire les choses, même si le monde n'est pas encore complètement prêt à tout entendre. Alors justement, cette question de la place des femmes dans les mouvements politiques qui luttent contre le racisme systémique, à la fois comme sujet de préoccupation et au sein des organisations qu'a soulevé Leila Motley m'intéresse. Je voudrais savoir ce qu'en pensent Jason Mott et Nankwame Adjei-Brenyah. I heard it though. Historically, women have really carried these movements. On peut dire qu'historiquement, c'est vraiment les femmes qui ont porté ces mouvements. Women, trans women in particular, really women, the trans community, the queer community has very often been the people who show up for everyone. C'est en fait les femmes, notamment issues des mouvements trans et queer, qui ont pris la parole pour tous les autres. And so I think that has been the case, and I think really in many ways I think the roles that need to be thought about is how can they not have to suffer and also carry the most slack all the time. You know, I know that Black women have carried the most burden, so I think the question is really how can so many of the rest of us show up for them better. Mais puisque c'est elles qui ont porté l'essentiel du fardeau, en fait, historiquement, l'essentiel des combats, comment est-ce que nous, maintenant, on peut leur envoyer l'ascenseur et comment est-ce que nous, on peut venir à leur secours? So I personally think that the treatment of Black women by predominantly Black men has been pretty atrocious historically. Because of that reason, their roles of Black women is never given the credit that it is due, quite frankly. Just as Nana said, Black women have carried not only the movement, but they have carried the men for generations now. And because men are who they are, we build these structures to say, well, you can carry me, but I still have to be in charge. And there's a lot to dissect in why we think that. There's a lot of religious foundation that says that. There's thousands of years of unpacking to get to why that mentality is the way it is. But I believe it is one of the topics that we do not focus on, the Black community in particular does not focus on enough. It is one of the issues that we keep pushing to the side and promising to come back to. It's like, well, let us beat the white man first, baby, and then we'll talk about you being in charge of stuff. Word. And I think that is a horrible, horrible thing that persists and must come to an end.
as much as racism and oppression by the American institution must come to an end, the institution of male oppression of females within the Black community and other communities must be something that's put on the forefront of issues as well. Eh bien, je pense que les femmes noires ont été traitées de manière assez atroce par les hommes noirs au fil de l'histoire. Le rôle donc des femmes noires dans le mouvement des Noirs américains n'est pas assez reconnu. Elles ont porté le mouvement, elles ont porté les hommes. Et les hommes, bah, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, tu peux me porter, tu peux me soutenir, mais c'est moi le patron. S'il y a bien des raisons à cela, des raisons religieuses, des raisons historiques, mais je pense personnellement que c'est une question dont la communauté afro-américaine ne parle pas suffisamment. C'est une question qui revient à la surface de temps en temps, et puis on la repousse, on dit oui, on y reviendra, un de ces quatre. Ça doit s'achever. Le racisme systémique aux États-Unis doit s'achever, mais l'oppression des femmes noires par l'homme noir doit également se terminer. Qu'est-ce que vous inspire ces réponses, Leila Motley? Where do I start? I mean, we can go back real far, but I think one of the hardest parts about it is we're not even initially taught about Black women's roles in the Black Power movement. So, you know, we know that they had a role, right? And we understand that it was essentially erased. I mean, even if you look up photos of the Black Panthers or really any organization in the civil rights movement, you'll end up finding pictures of men. And we know that the Black women are actually the ones carrying this and kind of continually have been. But we hear Huey P. Newton's name before we ever hear Elaine Brown's, even though she led the Black Panther Party for years. And even before she became the official leader, she was in his ear and by his side and advocating and leading over and over again. And I think that a lot of what we see is that Black men, both historically and continuously, presently, are continually expecting so much out of Black women, and particularly in the Black Lives Matter movement, which was founded by Black women who, you know, attempted to center Black women, even say her name, which Kimberly Crenshaw created to say, again, we're here. It's co-opted over and over and over again, and it's incredibly difficult for us to keep bringing ourselves back to the center when no one wants to hear that. And we're often put in positions where we're talked about in terms of grief, that we're always the ones grieving, we're the ones, you know, with the reporters talking about the Black men in our lives who have been brutalized, and no one ever even stops to pause and ask us, you know, about the pain and brutality we experience daily from the world and from the men in our lives. I'm gonna let her. Alors, par où commencer? C'est vrai qu'on peut remonter très loin dans le temps, et c'est difficile de parler. On peut parler du rôle des femmes, mais finalement, on ne nous en parle pas, on ne nous apprend pas exactement quel a été leur rôle, alors qu'elles en ont eu un, on le sait, dans les différents mouvements, celui des Black Panthers par exemple. Si l'on regarde des photos de l'époque, on ne voit que des hommes, et souvent les femmes ont toujours été là pour s'occuper des hommes. Par exemple, on en a beaucoup entendu parler de Hugh Newton, qui était dans les Black Panthers, et peu de Elaine Brown, qui finalement était à ses côtés et qui a
aussi qui a dirigé le parti pendant plusieurs années, mais pendant des années et des années, c'était elle qui était derrière lui et qui était à ses côtés. Les hommes noirs sont présents dans l'histoire, ils sont visibles, ils attendent beaucoup des femmes noires, et le mouvement Black Lives Matter, lui, a été déclenché par des femmes. On a entendu leur nom, elles ont fait entendre leur voix, leur nom pour dire qu'elles sont là, mais à chaque fois, ce qu'elles font a tendance à être repris, et il faut se battre sans relâche pour que les femmes noires retrouvent le centre de l'attention. Et très souvent, on parle des femmes noires, on les associe à la douleur, et l'accent en général dans le cadre de ces mouvements, malheureusement, est souvent mis sur les hommes et la brutalité, les violences qu'ils subissent, et on parle très peu des femmes. And a lot of Nightcrawling was based on like where do we fill in this gap and how do we fill in this gap, and it's about police sexual violence, and I think that that's one thing that I have never heard anyone talk about outside of maybe one book by Andrea Ritchie on it, but police, like sexual misconduct is the second most common form of police misconduct. It is before the murdering of black people. It is before so many of the things we think of when we hear, you know, about police corruption, right? But if we interrogate that, then we also have to interrogate the internal sexual violence that happens within the black community and that we've learned through a system of white supremacy, but that continues to make it okay and possible to neglect the harm of black women. Alors, je retrouve mes notes. J'ai parlé dans mon livre, j'ai essayé de combler cette lacune et de parler des femmes, et en parlant de la violence policière. À ma connaissance, personne n'en a parlé avant dans un livre à part Andrea Ritchie. Il faut savoir que les violences policières et les agressions faites aux femmes arrivent en deuxième place des agressions, des violences policières, bien avant le meurtre ou alors la corruption. Et il faut également s'interroger sur les violences sexuelles à l'intérieur de la communauté noire qui existe et qui est liée aux violences faites aux femmes dans le cadre de la suprématie blanche. Autant de questions dont il faut s'emparer et avoir à l'esprit. Alors, je le disais dans la présentation, vos livres traitent par un genre très différent de ces questions du racisme systémique envers les Noirs et des violences policières: fiction, poésie, dystopie, réalisme, ironie, drame, beaucoup d'humour aussi chez Jason Mott. Je voulais savoir qu'est-ce que chaque genre littéraire permet de faire et pourquoi vous avez choisi de vous inscrire dans telle ou telle tonalité. I guess two things, especially in the story collection, you have a lot of power to be many things at once. Il me semble que dans les histoires courtes, c'est-à-dire les nouvelles, en fait, on peut mettre beaucoup de choses à la fois. And each of the different spaces you mentioned all allow different sort of potentials. Et tout ce que vous avez mentionné peut trouver sa place dans une nouvelle. And that, in and of itself, those different potentials existing in one book, reminds people that each of us, every black person, is a universe unto themselves. Et donc tout ce monde des possibles à l'intérieur d'une nouvelle rappelle au lecteur que chacun de nous, en tant qu'individu, contenons aussi tout ce monde de possibles. Sorrow, joy, and I'm glad you mentioned humor because, like, sometimes we talk about these things, the vibe gets kind of down, but we're also very much full of humor, life, joy, all these things. Et je suis bien content que vous ayez parlé d'humour parce qu'on n'est pas souvent associé à ça, mais en fait nous aussi, on a de l'humour, la joie de vivre et de la bonne humeur. Even as we deal with these problems, and maybe I think it's worth stating, like,
everything these are American authors on the stage, but these are all true of France, Europe, the whole world. Et bon, et finalement, tous les auteurs ici sont américains, mais évidemment, on pourrait faire le même constat d'écrivains partout ailleurs dans le monde. And still, you know, we all are many, many things, despite this oppression, which is again a global issue. Et on arrive quand même à vivre ces choses positives, même si effectivement les formes de brutalité et d'oppression sont, elles, pour le coup, planétaires. So for me, one of the reasons I love long-form fiction, the reason I love the novel is because it allows you so much space to really go into depth on your topic. I've written poetry, I've done short stories, and I love those as well, but there's something about the long form where it's like sliding into a bath. Like you're able to sit there and soak in it for a long time and really take in the thing that is being given to you. But for me, part of what happened with Hell of a Book and the reason that it came out as odd as it was I noticed that the black experience is never allowed to be discussed through absurdism. Like, there are no black absurdist authors. They just don't exist for whatever reason. The black experience is always reduced down to this very stern, serious conversation, which it deserves. It is a conversation that demands gravitas and seriousness. And yet, as Nana said, like, we are people who laugh. We are people who find humor in the tragedy because we have to. And that part of things never gets discussed. And so that is why, for me, the novel and this particular novel became an opportunity to present these topics in one of the many flavors of the black experience, not just the slave narrative or the civil rights narrative or the inner city youth narrative. That's the holy trinity of black narratives according to the mass media. And yet we are so many other things. Eh bien, une des raisons pour lesquelles j'aime le genre du roman, c'est que ça donne de l'espace pour entrer en profondeur dans un sujet. J'ai touché à d'autres styles littéraires, la poésie, la nouvelle par exemple, mais pour moi, quand j'écris un roman, c'est un peu comme prendre un bain où on rentre, on s'imprègne profondément, on a de la place, on est bien. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le roman. Mon roman, L'enfant qui voulait disparaître, parle de cette expérience d'un enfant noir, d'un homme noir. Et il est apparu tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment je pensais qu'il fallait parler sur un ton de l'absurde, de l'humour absurde, parce qu'il n'y a aucun auteur noir américain qui a recours à l'absurde pour faire passer son propos. Bien entendu, la question du racisme systémique américain est un sujet qui a beaucoup d'écrits qui sont sérieux, qui sont sévères, qui disent que ça doit arriver à une fin. Et tout ça, c'est nécessaire, tout à fait, parce que c'est une question très grave, très sérieuse. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on rit. Un rire tragicomique, pas un rire cynique. Et ce roman, eh bien justement, m'a permis de traiter cette question du racisme systémique américain d'un point de vue peut-être plus humoristique. Parce que nous avons une histoire qui est dure, l'esclavage, les droits civiques, le racisme, les violences policières, etc. Tout ça, ce sont des vraies questions dont on doit parler, mais nous sommes tellement plus que juste ça, que des victimes. I write poetry and novels, and I love them both. They have very different purposes for me. And poetry, either I want to communicate kind of something vibrational, something felt in the body first, or it's just for me, it's solitary. Whereas with fiction, I think
it gives us the space to tell, you know, such a long form story, to think really deeply, and to allow readers to invest in this story in a way that they might not otherwise invest in these characters. And I specifically write in first person, and I think that really decreases the distance we can have between, you know, us as readers and the character. And with Nightcrawling, I wanted us to be able to experience the dichotomy between Kiara's head, her internal world, and the way that she is afforded to exist externally. And so she has this like really rich and complex interior world that often is poetic. And then we don't see her speak very often, which was partially to convey the kind of silences forced onto Black girls. And also, I think often culturally we see Black teenagers as not having a lot going on in our heads, and so I wanted to allow a Black teenager to have this really complex interior world. J'écris de la poésie, des romans, et j'aime les deux. Et les deux, finalement, servent des objectifs bien différents. J'écris de la poésie, des poèmes, si je veux créer une vibration, quelque chose de physique, ou alors j'écris simplement pour moi-même. Quand j'écris de la fiction, là, cela ouvre un autre espace, un espace où l'on peut creuser davantage certaines thématiques, et les lecteurs, on peut toucher des lecteurs qui peuvent s'identifier au caractère. J'écris à la première personne pour réduire cette distance entre le lecteur et les personnages du livre. Dans le monde de la protagoniste de mon roman, c'est Kiara, et il y a une vraie dichotomie entre ce qu'elle vit, son monde intérieur qui est riche, complexe et poétique, et le monde dans lequel elle vit et qui ne lui autorise pas toute cette complexité. D'ailleurs, elle ne parle pas beaucoup, et il semblerait que ce silence illustre bien un silence qui est partagé par beaucoup de jeunes femmes noires. Et culturellement, on a tendance à voir les adolescents comme étant des personnes pas forcément très intéressantes pour lesquels il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en réalité, ce que j'ai voulu montrer, c'était un monde extrêmement complexe, un monde intérieur. Alors justement, Leila Motley nous parle de la vie intime de son héroïne Kiara, et c'est vrai que dans chacun de vos livres, il y a le poids écrasant du racisme dans la vie intime des personnages, notamment dans les relations dans la famille. On voit comment un père s'inquiète pour son fils, comment une mère ne sait pas comment transmettre la sécurité, la défense ou la joie de vivre à sa fille. Une sœur n'arrive pas à aider son frère. Ces sujets-là donnent l'impression que quand vous écrivez, vous vous êtes replongé dans votre enfance, peut-être dans la relation que vous avez eue avec vos parents, dans ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Je voulais que vous me parliez de ça, de chacun, et savoir aussi comment vos familles vous lisent ces livres-là. Uh-oh. No. Yeah, family is hard. La famille, c'est pas facile. But absolutely, it did influence my work and my stories. Mais oui, bien sûr, ça m'a inspiré, oui. I think that it's interesting, even before you sort of are fully in the world. I was born in Queens, New York. I was in my house, but struggle or hardship or pain with the family is kind of where, at least especially thinking about like fathers are often the first place you learn fear.
Oui, moi je suis né dans le Queens à New York et dans ma famille il y avait toutes sortes de tensions et même de formes de douleur et notamment autour de la figure du père. Je crois que c'est un bon endroit pour commencer. But then, you know, and then inside family, mothers, fathers are also where you first learn love and what compassion can be. C'est au contact des pères souvent qu'on apprend des choses assez douloureuses, mais aussi le sentiment d'amour et de compassion. And you also learn that a lot of the fear and pain they are giving you as a lesson first is so that you will not have to learn it much more harshly outside the home space. Et ces sentiments de peur et même de douleur qu'ils transmettent à leurs enfants, en fait, ils le font à la maison de manière à ce que vous n'ayez pas à les découvrir une fois que vous sortirez dans le vaste monde. And it's important to sort of remember, and I feel like I didn't learn this till way late, that parents are human beings as well, learning these same hard challenges. J'ai découvert ça assez tard dans la vie, mais en fait, les parents sont des êtres humains comme les autres, et eux aussi ont des difficultés. My father was born in 1949. He was born in the Gold Coast before Ghana was Ghana. Et mon père est né en 49. Il est né dans ce qu'on appelait à l'époque la côte Gold Coast, donc c'était avant le Ghana, avant l'indépendance du Ghana. He died in New York. He was a lawyer, and just thinking about the different worlds he had to see on the course to being who he was, it's not easy. C'est assez vertigineux de réfléchir en fait à sa trajectoire, puisqu'il a fini sa vie comme avocat à New York. Il a vu tellement de choses entre les deux. My mother was born around when Ghana became itself, and she became a teacher and had to grow and try to be herself, raise kids, and also deal with, as we talked about before, a man who's often just another form of pain. Ma mère aussi est née au Ghana et elle, en plus d'être enseignante et d'avoir à s'occuper de ses gamins, il a fallu elle aussi qu'elle gère un mari qui lui-même était une forme de douleur dans lui-même. Y'all couldn't see my translator's face. He was like, "Oh, that's kind of real." Ouais, effectivement. Donc il y a du passif. But so yeah, that's all to say that the family is a super complicated place of both pain, both love, suffering, and joy. But it's all, and that's inherently true. But it's all sort of exasperated, or it's exasperated by the reality of the hardships outside the house too, just because that's the way the world is. Et donc la famille est un espace incroyablement complexe où il y a de tout, il y a de la souffrance, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la douleur et tout cela est exacerbé lorsqu'on sort dans le monde extérieur. And so negotiating that is always kind of a part of my stories. And even if like my family isn't in the story, they are in some ways. Et donc c'est la négociation de toutes ces émotions qui trouvent place dans mes écrits, ainsi que la famille d'ailleurs. So, I don't really return to my childhood because I never really left my childhood. I play just as many video games and eat just as many cookies now as I did then, and I'm very happy about that. But yeah, like as Nana said, family is very complicated, and my parents both passed away quite some time ago, which leads to a whole different form of life when you feel very much like an orphan when you don't have parents, but you still find your way. But fortunately, I have siblings and I have cousins and adopted family, as I call them, who fill those voids. And just as another thing I've learned that is, I'm sure these other authors have learned this too, when you publish a book and it does well, you suddenly find a lot more cousins than you ever knew you had ever in life. It just comes Big with facts. Yes. So true. It just comes with the territory. And I won't say it's bad, but it's very strange. New cousins are very strange. Alors, bon, je ne parlerai pas d'un retour vers l'enfance parce que je ne l'ai jamais quitté, mon enfance. Hein. Je joue autant aux jeux vidéo que quand j'étais gosse et je mange tout autant de biscuits. Et moi, je trouve ça génial. La famille, c'est une question terriblement complexe. Mes parents sont décédés il y a maintenant un long moment. Et ben voilà, je me suis retrouvée orphelin. C'est différent, c'est pas toujours facile. Heureusement, j'avais des frères et sœurs, des cousins, et ce que j'appelle ma famille de choix, ma famille d'adoption en quelque sorte. Il y a une chose étonnante qui se passe quand on publie un livre qui a un peu de succès, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup plus de cousins qu'on ne s'y attendait auparavant. C'est comme ça, c'est pas...
une mauvaise chose, c'est juste un peu étrange. It's interesting because I often get asked by readers who are parents, what did your parents do to make this? And I never know what to say because I think honestly, my parents did a lot of things that I would not do if I was raising a child. And that is part of why I am who I am. And I think that like growth, that I wouldn't do the same thing as what my parents did is also kind of part of what I inherited from them. And I think that they both read my book. It took a while. My parents read it. They just said it's good. And my siblings won't read my book, which I've heard from other authors that sometimes like close family just won't read it. And I don't mind it because they're supportive still. But I think your family often just wants you to be their family and not, you know, an author. And so my dad will still be like, you know, did you do the dishes? And that's more important to him than, you know, I went to France. And I think I also grew up with a dad who was born in the 50s in Detroit. And so he was raised in a very different way. And I was raised in California and had a lot more like freedom than I think my parents had. And I think that freedom, that independence allowed me to like start writing really young because I was, you know, kind of trying to keep myself company and build a world of belonging for myself. Ce qui vient d'être dit est intéressant. Souvent, des lecteurs qui sont parents m'ont demandé ce qu'ont fait mes parents pour que j'en arrive à raconter une telle histoire. Ce qui est sûr, c'est que mes parents n'ont rien fait de spécial, mais ils ont fait des choses que moi je ne ferais pas si j'étais moi-même parent. Et ce qu'ils ont fait, que je ferais différemment, fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait et ce que je ne ferai pas de la même manière, cela fait partie de mon héritage. Alors oui, ils ont lu mon livre tous les deux, ils ont dit que c'était bien. Et mes frères et sœurs n'ont pas lu mon livre, et j'ai parlé avec plusieurs auteurs qui m'ont dit que très souvent que les membres de leur famille, leurs proches, ne lisent pas ce qu'ils ont écrit. Mais c'est pas grave, parce que je pense que finalement, une famille veut qu'on soit une famille, des membres de la famille. Mon père, ce qui l'intéresse, c'est d'être que si je suis là, on passe du temps ensemble, je fais la vaisselle, ça l'intéresse peut-être davantage que mon voyage en France ici. Lui, il faut savoir qu'il est né dans les années 50 à Détroit et il a une éducation bien différente de la mienne. Moi, j'ai grandi en Californie et j'ai bénéficié de bien plus de liberté et d'indépendance. C'est aussi ce qui m'a permis d'écrire, de commencer très jeune et d'écrire aussi pour que j'ai ma propre compagnie et que c'était une façon d'avoir de la compagnie. Donc un contexte complètement différent. Eh bien, je vous remercie à tous les trois, Leila Motley, Jason Mott, Nana Kwame Adjei-Vrenia. Merci aux trois interprètes, Guillaume Audin, Claudine Carpenter et Barbara Fichter. Merci à vous de nous avoir écoutés.